Bonjour Antoine, tu es aujourd'hui fondateur de Solbot Nations, donc une collection de NFT sur Solana, et ainsi fondateur de Crypta, donc une plateforme éducative autour de la blockchain dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter ton parcours et ton arrivée dans la blockchain, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Bonjour Pierre, merci de me recevoir sur BlockX. Moi, j'y suis arrivé un petit peu par hasard. J'étais encore étudiant à l'époque en école de commerce où je m'ennuyais pas mal pour être honnête. Et donc, c'est un ami qui m'en a parlé et j'ai commencé à y investir vraiment pour l'aspect financier en fait au départ, hein. Et je ne comprenais pas. Et j'ai fait peut-être ce qu'il ne faut pas faire, mais j'ai investi dans quelque chose que je ne comprenais pas du tout. Sauf que en fait, il s'est avéré un petit peu par chance aussi, j'ai investi pendant le crash Covid en 2020 et donc mon portefeuille n'a fait qu'évoluer depuis, c'était l'un des meilleurs moments apparemment. Donc j'ai eu pas mal de chance au départ et donc quand on voit son portefeuille qui fait x3, 4, 5, puis x10 forcément, je me suis pas mal intéressé par la suite. C'est là que j'ai découvert, ce monde fantastique. Je m'y suis beaucoup intéressé, par la suite, et qui m'a même fait quitter mon école de commerce au final. Donc voilà, c'est comme ça que j'y suis rentré. Ensuite, j'ai lancé une formation en ligne, du coup, essentiellement sur Instagram, parce qu'en fait, je partageais beaucoup mes résultats, mon aventure crypto sur Insta, et on me demandait tout le temps, Antoine, comment ça marche, notamment quand ça a commencé à démarrer en début 2021. Je recevais presque au pic, je recevais presque 10 DM par jour, de personnes qui voulaient mon aide, donc je me suis dit autant faire quelque chose. Donc voilà, j'ai lancé une première formation en ligne, ensuite on a monté avec des amis, par des rencontres en fait un petit peu fortuites, du coup Solbot Nation, une collection de NFT sur Solana. Et donc aujourd'hui, on revient un petit peu à l'éducation avec Crypta, voilà. Super, merci beaucoup. Et justement, qu'est-ce que c'est qui t'a poussé, alors déjà, un, à faire une collection de NFT sur Solana? Parce qu'on peut se dire, il y a 1000 choses à faire un peu dans l'écosystème. Donc, tu as passé par de la formation, et ensuite, tu t'es dit, on va expérimenter, on passe on surfe un peu la hype des NFT, c'est ça? Oui, oui, au départ, c'était un petit peu ça. Après, c'est devenu autre chose. Mais au départ, l'idée, c'était vraiment, de se dire que j'avais été investisseur, que j'avais expliqué aux autres comment investir. Et puis, j'avais vraiment cette volonté de devenir, ce qu'on appelle toujours un builder, de monter un projet, en fait. C'était vraiment quelque chose une expérience qui me parlait. Et donc, je cherchais un petit peu quoi faire, qu'est-ce qui pourrait être intéressant. Et donc, en fait, du coup, on était en août 2021 et donc il y avait la hype NFT qui battait son plein. J'étais collectionneur de NFT aussi. Et puis, j'ai tout de suite adhéré avec l'écosystème Solana. Et donc, voilà, ça s'est fait après naturellement par des rencontres, encore une fois, avec Steven notamment, qui lui était directeur artistique. Et donc, on s'est dit, voilà, dans notre équipe, ce qu'on sait faire le mieux, c'est de l'art, du design. Il y a cette hype NFT, il y a l'écosystème Solana, et puis on est partis tous ensemble, comme ça. Yes, bon, on va en discuter un petit peu. Juste au préalable, qu'est-ce qui t'a séduit dans l'écosystème de Solana? Pourquoi Solana? Pourquoi pas Avalanche, Ethereum, Polygon ou autre? Oui, alors c'est vrai que c'est assez controversé Solana, parmi mes collègues, mais encore une fois, c'est vraiment une question de temporalité, hein. À l'époque, quand Solana a vraiment commencé à exploser, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que Polygon n'était pas encore là ou commençait à peine. Et donc, bah, en fait, c'est tout bête, mais les frais qu'on payait sur Ethereum, on se faisait assassiner en permanence. Moi, j'ai le souvenir d'avoir fait une jolie plus-value sur des Axie. Sauf qu'en fait, j'ai dû passer 2 bridges et en termes de transactions, j'ai quasiment perdu tous mes bénéfices, en termes de fees, en fait. Et j'étais là: «Mais c'est pas possible, quoi». C'est pas possible d'arriver à faire un fois 3 ou 4 sur des axes, en plus, ce qui était même pas l'objectif au départ, mais de tout perdre en fees, quoi. Et donc bon, maintenant avec Polygon, c'est un petit peu différent, mais à l'époque, de se dire que des transactions, coûtaient rien et en plus, très, très, très rapide aussi, hein, parce que c'est pareil, ça m'est arrivé pas mal de fois d'être en stress parce que la transaction mettait trop de temps à arriver, parce que c'était bloqué, des choses comme ça. Et donc ouais, en fait, c'est tout simple, hein, mais le fait qu'il n'y ait pas de fees et que ça aille très vite, c'était forcément, très, très intéressant pour nous, quoi. OK, très clair. Est-ce que tu peux raconter un petit peu comment ça se passe, le lancement d'une collection, NFT de A à Z, par les étapes principales, s'il te plaît? Alors, bah, la première étape, c'est d'arriver à constituer une équipe. Ça n'avait pas été chose facile, notamment pour trouver un dev, surtout pour nous qui n'étions pas du tout du domaine. Et on verra que ça aura eu son influence plus tard. Mais du coup, on avait réussi à trouver un dev, encore une fois par hasard, sur les réseaux sociaux. Du coup, un directeur artistique pour gérer tout ce qui est création de la collection. Après, il y a toute l'étape, de design. Et là, c'est pas évident parce que du coup, il faut créer. Donc, on crée, le personnage principal, notre Solbot. Et puis après, on lui a designé du coup
les 136 attributs, je crois, qu'on avait pour du coup, les yeux, etc. Donc ça, c'était la seconde étape. Après, on a géré avec le dev pour tout ce qui est algorithme, pour pouvoir les mettre aléatoirement. Donc ça, c'est pour la partie un petit peu tech. Après, on a fait, je crois, surtout à l'époque, c'était juste après le mint raté du Nirex, on a fait presque 2 semaines de tests, de retests, de re-retests pour être sûr que le jour J, ça marche bien. Ça, on s'y est pris la tête. On a passé presque autant de temps à développer la plateforme qu'à la tester, je crois, pour être sûr qu'il n'y ait vraiment pas de soucis le jour du mint, parce que forcément, quand il y a pas mal de requêtes sur un site, c'est pas toujours évident. Donc voilà, et puis après, c'est un petit peu de com sur Twitter, notamment, avec quelques influenceurs qui nous aimaient bien. Et puis voilà, en soi, c'est pas sorcier. Ouais, ouais, c'est pas si sorcier que ça. Par contre, faut que de la même manière que quand tu fais un gâteau au chocolat avec, des éléments un peu de base, faut bien gérer la cuisson, faut bien gérer les quantités, et en l'occurrence, tu vois, quand tu parlais de Twitter, de l'aspect communautaire, au moment de lancement d'une collection NFT, c'est vachement important. Surtout, malheureusement, enfin, après un peu le crash, d'un autre projet français qui, juste, 2 semaines avant, qui a pas forcément aidé, C'est vrai que ça nous comme a quoi pas cette aidé, ouais. comme quoi cette histoire de timing, est aussi, très importante. Comment ça s'est passé du coup? Le jour, vous mintez, succès, pas succès, comment ça a évolué? Alors, succès modéré, on va dire, parce que justement, il y a ces questions de timing. En fait, nous, on était une petite équipe. En plus, on était soit en side project, on travaillait sur autre chose à l'époque. Moi, je gérais encore ma formation, etc. Et donc, on a été assez lent, en fait, et on est arrivé un petit peu sur la fin de la hype. Justement, il y avait pas mal de projets qui avaient crash, etc. Donc, pendant pas mal de semaines, on était au plus haut de la hype, donc sur Twitter, etc. Il y avait un bel engouement. Et puis après, on est arrivé un petit peu dans le creux de la vague. Donc ça n'a pas été évident. Après, notre objectif, c'était de pouvoir lever, du coup, on peut parler d'argent, de lever 50 000 € pour le développement de la plateforme. Donc on y est arrivé, ça n'a pas été simple. On a vendu du coup 200 Solbot pour 2 sols, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça faisait 500 $ à l'époque parce que le sol était à 250. C'était une belle époque. Et puis voilà, donc ça s'est plutôt bien passé. On était assez contents de voir ça. Donc ça nous paraissait assez fou de se dire qu'il y avait autant de gens parce qu'on avait un petit peu plus de 100 holders du coup. Donc c'est dit 100 personnes qui mettent 500 € dans nos NFT, c'est assez dingue. Bon, après, quand on voyait ce que faisaient les concurrents, on était un petit peu déçus. Mais bon, il faut quand même se rendre à l'évidence, c'était quand même sympa. Ouais, c'est des très bonnes premières expériences. Comment ça s'est terminé du coup cette histoire de parce que bon, une fois que collection NFT, on le mint, il y a la collection, il y a ce que ça apporte et ensuite il y a la vie de la collection NFT à travers, sa possession dans les portefeuilles, «clients» quoi, entre guillemets. Complètement. Bah, c'est vrai que c'est là que les ennuis ont commencé. Nous, on pensait qu'on était arrivé. Et en fait, c'est là que c'est là que c'est commencé à devenir plus compliqué pour faire vivre cette collection. Alors pourtant, on avait une idée assez originale. Nous, on voulait essayer de gamifier au maximum cette collection. On se rendait compte qu'on était nous-mêmes collectionneurs de NFT, notamment sur Solana, et qu'en fait, on n'en faisait rien et souvent, les projets, en fait, faisaient un gros mint, etc., mais que en fait, le mint, c'était presque l'élément le plus important d'une collection. Et donc, nous, on avait essayé d'imaginer une plateforme assez immersive, un petit peu gamifiée, où en fait, les échanges de NFT étaient valorisés. Donc, plus tu échangeais avec la communauté TNFT, plus tu essayais de les collectionner, d'avoir le même attribut sur différents solbots, du coup, etc. Ça te faisait gagner des badges, il y avait un système de quête aussi qui était prévu, avec un classement également au niveau des points pour essayer de dépasser le classement, etc. Donc, on a launch le classement. Donc, en fait, chaque holder de NFT, selon la quantité de Solbot qu'il a et leur rareté, peut voir où est-ce qu'il se situe par rapport à la communauté. Donc ça a été très apprécié. Mais après, après, il a fallu continuer à développer des use cases. Et là, on a rencontré pas mal de difficultés avec nos développeurs. On a eu notre premier développeur avec qui ça s'est fini pas en justice, mais presque. On a dû faire appel à un avocat, etc. parce qu'il voulait se barrer dans des termes complètement différents que ce qui était prévu dans le contrat initial. Donc forcément, ça n'a pas passé. Et donc après, ça a été vraiment une longue bataille au niveau des devs pour essayer de développer des use cases autour de cette collection. Euh, et donc là, c'est là que ça a été devenu compliqué. La chute du sol nous a pas aidé non plus, vu qu'on avait gardé une bonne partie. Enfin, voilà, on a fait pas mal d'erreurs à la suite et qui font qu'aujourd'hui, cette collection, malheureusement, elle ne vit plus beaucoup, même si on essaye un petit peu de la relancer de temps en temps, mais c'est pas évident.
Ouais, enfin, c'est comme tu dis, hein, quand tu as l'impression le jour où tout est minté, c'est sold out, que tu es un peu arrivé, alors qu'en fait, c'est le départ un peu du C'est cycle ça, du NFT en lui-même et qu'il faut réussir à faire, vivre, à travers ses fonctionnalités, ses utilités, sa communauté aussi et ce qui est pas évident sinon, bah, après ça, voilà, ça coule et donc ça demande beaucoup effectivement, plus ouais. oui, le lancement d'une collection NFT en soi est pas si compliqué que ça. En faire une réussite, au moment du lancement et à travers tout son cycle de vie, ça, c'est une autre paire de manches. Bah, c'est intéressant de voir un peu aussi, bah, ces succès-là et puis aussi, bah, ce que ça t'apporte à travers les difficultés que tu as pu avoir, parce que ça apprend aussi, ça apprend aussi beaucoup. Donc pour ceux qui écoutent aussi, c'est une source d'apprentissage, on va dire. Ouais, non, c'est vrai que c'était une énorme source d'apprentissage, je crois pour toute l'équipe, même pas que pour moi. Ça a été vraiment top, même pour les devs qui sont passés, même si, du coup, on a eu pas mal de soucis avec eux. Ils ont beaucoup appris sur le langage qu'utilisait Solana et cetera, donc ça a été vraiment top. Après, c'est vrai que c'est simple en soi de l'ancienne collection, mais si on revient un petit peu dans le contexte, à l'époque, c'était pas aussi évident que c'est aujourd'hui. Maintenant, il y a plein de solutions clés en main pour lancer une collection. Aujourd'hui, enfin, j'ai vu des solutions même no code pour lancer des collections toutes simples, même en français, etc. Enfin, ça a beaucoup évolué. Voilà, si je veux un petit peu remettre l'église au milieu du village, à l'époque, c'était pas aussi évident, surtout sur Solana, qui était un écosystème très jeune. Il n'y avait pas encore tout ce qui est librairie de code, etc. Je sais qu'aujourd'hui, enfin, je n'ai pas trop suivi, mais je crois que Metaplex est vraiment bien développé. Et aujourd'hui, il y a plein de librairies de code qui permettent de pouvoir récupérer des choses, les réutiliser, etc. À l'époque, ce n'était pas encore le cas. On a développé ça via une Candy Machine qui avait pas mal de bugs. Donc voilà, disons qu'aujourd'hui, pour l'ancienne collection, c'est vraiment pas sorcier. À l'époque, ça l'était un peu plus. Mais c'est vrai que c'est en tout cas pas le plus compliqué, vu que, comme tu l'as dit, la suite est encore plus complexe. Bah, c'est fou, hein, de voir en l'espace, un an et demi, l'évolution technologique du NFT, la standardisation, pardon, des lancements pour que ça devienne, très simple. Alors qu'au début, c'était particulièrement compliqué, mais plus on va rentrer dans des standards, plus on va pouvoir prendre des briques et puis pouvoir les attacher sur, ce qu'on souhaite et que ça devienne accessible comme tu dis, j'en ai vu, un passer un lancement d'une collection NFT en no code avec, des utilitaires derrière. C'est propre, Ouais, hein, ouais. franchement, et tout ça, ça s'est fait en l'espace, 1 an et demi, 2 ans, donc enfin, c'est voilà, faut cette histoire de timing-là aussi, en termes de techno est vachement importante. Donc bon, c'est très bon récit, de cette expérience, de Solbot, Nation. On va passer, sur ton autre projet, qui est du coup plus d'actualité, qui va normalement faire aussi plus partie de ton futur. Crypta, J'espère, oui. est-ce que tu peux pitcher un petit peu Crypta, remettre dans le contexte pourquoi tu en es arrivé là? Voilà. Non, Crypta, c'est assez simple, hein. Comme je l'ai dit précédemment, j'ai lancé une formation en ligne initialement sur Instagram pour voir comment investir, pour répondre en fait à la demande. Honnêtement, j'ai rien inventé à ce moment-là. C'était vraiment juste des gens qui me le demandaient. Je me suis dit, bon, let's go. Et donc là, l'idée, c'est de revenir un petit peu à l'éducation parce que honnêtement, je pensais que le marché se structurerait un petit peu mieux. Peut-être que le fait que ce soit aussi cyclique en a découragé certains, mais j'avais vu pas mal de concurrents se lancer en même temps que moi. Et donc, je me suis dit, ça va se développer. Il va y avoir une offre plus sérieuse et plus démocratisée, plus vulgarisée aussi, qui prend un petit peu les devants, pour ainsi dire. Et force est de constater qu'aujourd'hui, quand on me le demande encore de temps en temps, bah, je ne sais pas forcément vers qui renvoyer des tout débutants, en fait, hein. Il y a beaucoup de journaux Web3, etc., qui font du très bon travail. Mais vraiment, pour des personnes, quand je vois mes parents ou mes amis qui me le demandent, qui déjà n'y connaissent pas grand-chose en tech et qui en plus n'ont pas forcément beaucoup de temps à y consacrer, mais il y a pas vraiment, je ne sais pas vraiment vers qui les renvoyer. Et puis, j'ai pas forcément le temps de leur expliquer. Donc l'idée, c'est de ça, c'est de produire une plateforme qui permette à tout le monde de faire son premier pas dans la crypto. Et quand je dis tout le monde, c'est même nos grands-parents. Ce serait fou du moment qu'ils ont un ordinateur. Donc voilà, on a développé cette plateforme. Elle est encore en développement pour le moment. On pense la lancer en début d'année prochaine, donc début 2023. Et donc, il y aura une partie vidéo vulgarisée, vraiment avec un format presque ludique. On va essayer de gamifier au maximum cette plateforme. Et également des cas d'usage blockchain. On a développé une première plateforme de NFT sur testnet, sur Goerli, en fait, pour permettre aux utilisateurs de tester sans dépenser le moindre argent, qui est un petit peu le premier frein, en fait, à l'écosystème crypto, quoi. Ouais, ouais, bah,
Bon, c'est s'attaquer à un gros sujet, la démocratisation, le fait de faire le premier pas dans cet univers-là, pour vraiment l'adoption de masse en général. Parce que, parce que moi je me souviens quand j'étais passé par là, déjà entre les bouquins, alors déjà je pense que je dois faire partie, peut-être pas des derniers, j'espère ne pas faire partie des derniers qui lit encore des bouquins sur tout ce qui est crypto et blockchain. Le niveau, il est globalement bas, hormis 2 ou 3 œuvres, le niveau est quand même très bas. Enfin, c'est très basique, on va dire. Ensuite, le format, vidéo, moi je me souviens, les premières, et puis je peux les mentionner parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font chez Cryptost. La première vidéo qu'ils avaient fait, l'explication du bitcoin en 5 minutes en vidéo le plus vulgarisé possible. Mais moi je pense que je la montre à quelqu'un de lambda, il a tout est correctement vulgarisé, mais à la fois c'est extrêmement complexe. Mmh. Donc, c'est pas évident, hein, de réussir à faire passer ça parce qu'en plus, il y a un jargon qui est compliqué. Enfin, c'est tout un univers qui, par son jargon, par sa pluridisciplinarité, de par, son abstraction, sa singularité, on peut même pas trop comparer ça. On peut pas comparer ça à internet, on peut pas comparer ça à un réseau. C'est vraiment un melting pot de pas mal de choses nouvelles qui crée des synergies, qui fait quelque chose de très pertinent et comme on le connaît aujourd'hui. Donc c'est pas évident. Du coup, là, tu parles vraiment à l'aspect, gamification qui va prendre part. Si on rentre un petit peu plus dans les spécificités les technicités, comment ça va se passer concrètement? Alors du coup, on va développer la plateforme en plusieurs étapes, hein. Forcément, l'expérience qu'on veut proposer à terme n'est pas la même que celle qui sera disponible en début 2023. Mais donc, l'idée globale, c'est de pouvoir allier à la fois, la partie, théorie et la partie pratique, en fait, pour rendre quelque chose vraiment, pour, rendre l'utilisateur vraiment maître de son apprentissage, en le faisant tester, en lui faisant, créer son premier NFT, en lui en faisant, acheter, le mettre en vente, en acheter d'autres peut-être s'il y en a qui lui plaisent. Peut-être même commencer à collectionner, directement des NFT s'il s'en sent, l'âme, on va dire, ou même, voilà, de prêter, en fait, on va essayer de c'est vrai, tu l'as dit tout à l'heure, le la plus grande difficulté au-delà de la vulgarisation, c'est à mon sens le jargon et puis la façon de penser, en fait. Il y a beaucoup de stéréotypes qui sont cassés par l'univers crypto, et j'en vois quand je discute avec mes amis, quand je leur explique que je prête mon argent à des taux, plutôt sympas, déjà ils me disent: «Mais qu'est-ce qui se passe? Tu as créé une banque? Mais c'est quoi cette histoire?» Et enfin voilà, c'est plein de choses comme ça qui sont difficiles à amener par de la simple vidéo et on va essayer de l'amener par des cas d'usage justement, enfin en les faisant tester directement la blockchain. Moi, c'est ce qui m'a le plus plu au départ, de pouvoir vraiment, trifouiller un petit peu, d'essayer de tenter et cetera et je pense que c'est comme ça qu'on pourra y arriver. Alors, on verra bien si ça plaît, mais c'est comme ça qu'on va essayer d'amener un petit peu cette mentalité-là aussi, en leur montrant que, bah, c'est pas si compliqué, qu'eux, ils arrêtent que si eux, voilà, que c'est facile à faire, que, on va essayer de casser un petit peu toutes ces barrières, mentales, en alliant vraiment l'aspect théorique, et pratique, le mieux possible avec tout un environnement gamifié. C'est l'objectif avec des récompenses, des choses comme ça. Parce qu'on s'adresse à un public, qui voilà, qui est pas là non plus pour se casser la tête. Nous sommes passionnés, mais eux, c'est pas forcément le cas et ça se respecte, hein. On peut pas tous être passionnés de blockchain, du jour au lendemain, c'est pas l'objectif. Donc, l'idée, c'est de divertir autant qu'on éduque, en fait. C'est ça le but. Ouais, et c'est une très bonne remarque. Je pense qu'il faut avoir assez de divertissement dans l'approche pour pouvoir réussir, entre guillemets, «à faire avaler la pilule» de quelque chose qui est aussi peut-être un petit peu plus, complexe. Alors bon, quand on est passionné par ça, ça s'apprend bien et puis on est très concentré. Quand on l'est pas forcément, puis tout le monde n'a pas, vocation à savoir utiliser une clé privée, à savoir utiliser la DeFi. Il y en a qui veulent simplement, acheter un petit peu, enfin, j'en sais rien, du Bitcoin, l'Ethereum, pas de conseil en investissement, mais pour pouvoir se hedger face à l'inflation, enfin se diversifier, pas faire que de l'immobilier ou d'autres produits financiers qui, rapportent quand même aujourd'hui, enfin qui n'arrivent pas ou peu à combler un peu cet écart, créé par l'inflation et de toute façon, l'adoption globale va passer par de la vulgarisation pour que les gens se rendent compte, pour ne pas que l'univers continue d'avancer à une vitesse, qu'on connaît, qui est très rapide, qui se complexifie en plus, que ça soit les NFT, les DAO, la DeFi et puis on est loin d'imaginer ce que le paysage, Web3 sera dans 5 ans, hein, Non, je crois clairement. je crois que c'est impossible, ouais.
Et donc, enfin voilà, laisser les gens de côté, moi je pense pas qu'il y a besoin, enfin, ceux qui veulent rentrer et mettre les mains dans le cambouis et comprendre un petit peu tout ça, ils le peuvent, mais il faut aussi réussir un peu à faire comprendre ces concepts-là, aux personnes, on va dire un petit peu lambda. Bah oui, aujourd'hui on peut faire des échanges de valeurs, pair à pair, sentir de confiance, et c'est vrai que rien que ça aujourd'hui, Exactement. c'est une phrase qui est très simple, hein, mais à la fois les gens se disent: «Mais comment?» en fait? Mmh. Donc, OK, bah, c'est super, super intéressant, et puis, il y a un gros marché parce que moi je vois pas forcément d'acteurs, principaux qui sont, c'est pas facile, hein, le marché de la formation, parce que le modèle éducatif, il est, bah, moi je pense qu'il est fatigué, et je pense qu'il faut vraiment renouveler, changer un peu la manière dont on va aborder les choses. Avec cette approche gamifiée, je pense que ça va plaire à pas mal de gens, surtout peut-être éventuellement aux plus jeunes qui apprennent aussi de plus en plus, avec ça à travers cet univers digital, là, de plus forcément avoir un professeur, devant, de devoir aller en amphi à 8 heures, et cetera. Donc, très, très intéressant. Bon, on va arriver sur la fin de l'interview, Antoine. Ce que je voulais te poser un petit peu comme dernière question, c'est toi, plus personnellement, est-ce que tu as des soit des technos, soit des projets? Est-ce qu'il y a des choses qui t'intéressent, que tu regardes de près sur les, voilà, pour les 2 prochaines années, à la grosse? Ouais, alors j'avais pas prévu cette question, mais je regarde pas mal en ce moment, du coup, les SBT, les Soulbound Tokens qui ont été annoncés par Vitalik, parce que je pense que ça peut vraiment, alors là, il y a pas forcément un intérêt financier, derrière, mais je pense que ça peut vraiment changer le monde, en tout cas changer internet. Je prends un exemple tout bête, mais en ce moment, je travaille sur quelque chose qui pourrait, j'en peux plus des bots, tout simplement sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, c'est un enfer. J'en peux plus de ces bots, et en fait, le fait d'utiliser des SBT, je pense que ça pourrait résoudre le problème. Le Est-ce que en tu peux tu peux expliquer un petit peu ce que c'est que l'SBT pour Oui, l'auditoire? oui, bien sûr. Mais en fait, le SBT, pour ceux qui connaissent les NFT, on peut l'assimiler à un NFT non transférable, en fait. C'est, alors Vitalik on a fait un livre blanc, sur les SBT, mais en fait, on peut utiliser aujourd'hui des SBT en modifiant les fonctionnalités d'un NFT, en le rendant non transférable. C'est ce que propose Binance avec son BAB, par exemple. Et donc en fait, c'est ça, et en soi, ça peut paraître tout bête, mais ça permet que, par exemple, bah, ce que fait Binance déjà est très intéressant. Binance propose un BAB à tous ses utilisateurs, et donc en fait, elle le donne à ses utilisateurs dès qu'ils ont fait leur vérification d'identité, et donc après, l'utilisateur peut aller, donc il détient son BAB. Binance ne conserve pas l'identité en fait de l'utilisateur, donc tout ce qui est carte d'identité, etc., ne le conserve pas, c'est le nom de l'utilisateur qui le possède, et donc l'utilisateur va, avec tous les protocoles sur la Binance Smart Chain, va pouvoir utiliser des fonctionnalités qui sont réservées aux personnes qui ont validé leur identité. Et ça enlève le problème de gestion des données centralisées, parce que du coup, plus personne ne les a. Il détient juste son token qui lui donne accès à ces choses-là. Et du coup, bah, forcément, ça peut être très intéressant donc sur la BSC pour des airdrops, pour pas que les bots viennent gâcher tous les airdrops, etc. Ça, c'est vachement sympa. Mais même sur les réseaux sociaux, si on imagine le même concept sur les réseaux sociaux, bah, de réserver des fonctionnalités, de Twitter, aux personnes qui ont validé leur identité, bah, ça kick les bots, et quand on sait que les bots sont très utilisés par les régimes, dictatoriaux, que ce soit en Inde, en Russie, en Chine, pour manipuler leur opinion publique, bah, je trouve que ça peut vraiment changer beaucoup de choses. Donc voilà, moi, les SBT, je suis ça de près en ce moment, et je pense que ça pourra faire pas mal de changements dans les années à venir. Super, bah, c'est cool, je vais aller regarder, j'étais même pas au courant, qu'ils avaient mis ça en place, Binance. Bah, très bon mot de la fin. Merci pour ton temps et ton partage, Antoine. Je te souhaite une très bonne journée. Avec plaisir, merci beaucoup Pierre, et bonne journée à toi aussi.